L'idée générale était que tout l'environnement sonore que vous entendez n'est absolument pas réaliste, ne correspond pas à ce qu'on voit à l'image. On est dans une forêt, on n'entend pas nécessairement une forêt. Pourquoi? L'idée était que tout cet environnement sonore reflète les états d'âme du chat. Dans cette première séquence, le chat est dans un environnement familier. Il est chez lui, il rentre chez lui à faire la sieste. Donc c'est pour ça qu'il y a cette symphonie presque d'oiseaux, d'insectes dans tous les sens qui vont tourner autour de vous dans la salle de cinéma. Quelque chose d'un peu musical, en tout cas quelque chose de joyeux et quelque chose de très riche. Il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'insectes, il y a beaucoup de monde en fait. Tout ça crée un univers qui est l'univers familier du chat, mais qui est un univers très positif, très coloré au son. C'était une façon de connecter le spectateur avec le chat, et aussi, quelque chose qui était extrêmement important pour Gins, c'était la spatialisation. C'est-à-dire, donc dans la salle de cinéma, on est entouré de haut-parleurs, et il voulait qu'on utilise énormément ces haut-parleurs arrière pour plonger le spectateur dans le film. C'est le cas dans cette première séquence, où tous les insectes, en fait, tournent autour de vous, bougent complètement dans l'environnement. Quand j'ai commencé à travailler sur les ambiances du film, j'avais trouvé des très beaux insectes, des très belles ambiances d'Asie du Sud-Est par exemple, mais qui sont en permanence composées de sons continus d'insectes. Et quand j'utilisais ces sons-là, que je les mettais par rapport à l'image, ça ne fonctionnait pas. Comme on a des plans qui sont très très longs en fait, on se lassait du son. Il y avait un sentiment de monotonie qui s'installait. Je me suis rendu compte qu'assez vite, les ambiances du film allaient être composées d'une myriade de sons, en fait. Donc cette ambiance continue de prairie, en fait, est constituée de dizaines et de dizaines de sons montés les uns à côté des autres pour créer cette ambiance, en fait, et pour éviter cette sensation de monotonie. Dans cette séquence, il y a vraiment 4 moments. Il y a la vague qui arrive, évidemment, le choc de la vague, le chat sous l'eau et le chat à l'extérieur de l'eau. Gins, il avait déjà des idées précises sur le moment de l'impact. La première indication que j'ai eue, c'était comme quand on laisse tomber un micro par terre. Il m'avait donné comme référence une scène de Punch Drunk Love où l'acteur principal casse tout dans les toilettes, et le son de ce moment-là dans les toilettes est complètement saturé. Je pense que, et en fait, en cassant la porte, il a tapé contre le micro. Cette idée de micro, comme si c'était le micro qui se prenait la vague, ça c'était vraiment une idée de Gins. De la même façon, on a vraiment un son d'impact de microphone quand la vague touche la caméra finalement. C'est un mélange de vent dans le micro et d'un micro qui tombe. Et puis, après, sous l'eau, il voulait quelque chose d'un peu plus classique, et on a eu une grosse discussion là-dessus. Moi, je trouvais intéressant de créer un contraste, en fait, entre sous l'eau et à l'extérieur de l'eau. Pas avoir une approche classique du moment sous l'eau qu'on connaît, qu'on a vu dans tous les films, avec ces sons de sous l'eau, ces bulles, etc. Je suis parti sur quelque chose de complètement différent, qui était comme on suit le chat un peu à travers sa respiration, avec un son qui est... On ne sait pas trop ce que c'est. Alors c'est des respirations d'êtres humains, mais on ne sait pas exactement ce que c'est que ce son, mais ça ressemble un peu à des respirations. C'est comme si c'était les respirations de chat sous l'eau. Ça crée ce moment un peu suspendu sous l'eau, et du coup, quand il va sortir la tête de l'eau, on va avoir cette explosion de son. Je me suis, moi, posé beaucoup de questions sur le son de la vague qui arrive. Toute l'animation de l'eau sur le film
a été fait en Lettonie avec une équipe spécialisée. Il y a eu pas mal de retard en fait sur l'animation de l'eau. Et ça m'a laissé le temps de réfléchir et d'essayer des choses. Et j'ai commencé à avoir une approche classique en fait, en utilisant des sons de vagues et des sons d'eau sur cette vague. Et c'était pas mal, mais je trouve que ça manquait quelque chose. Je me suis dit, si j'essayais d'utiliser autre chose que de l'eau pour faire le son de la vague. Je vais vous faire écouter la composante principale du son de la vague. Alors, ces sons-là, ce ne sont absolument pas des sons d'eau. En fait, ce sont des enregistrements d'immeubles qui s'effondrent. Quand les immeubles sont trop vieux, ils mettent des charges sur l'immeuble et ils font s'effondrer l'immeuble. Et donc, j'ai trouvé des enregistrements comme ça d'immeubles qui s'effondrent. Alors, sur la fin du son, j'ai quand même mis des vrais sons de vagues. Mais c'est des sons de vagues qui sont très travaillés, en fait. Je n'ai gardé que la composante aiguë du son. C'est comme si on gardait que l'écume de la vague, en fait, pour laisser de la place à ce son d'immeuble qui s'effondre. Et il y a juste, au début quand même, à 2 moments, le son des arbres. Donc dans toute cette partie-ci, en fait, il y a ce danger que le chat soit recouvert par une vague, soit attrapé par une vague. Donc on va surjouer le son des vagues. Ensuite, comme je sais qu'il y a cette incroyable séquence où les arbres vont sortir, on va créer un moment de calme avant. Le chat est sur sa boule en verre et il commence à s'endormir. On a juste un vent léger, en fait, tout doux, ce qui nous permet évidemment de créer un moment d'attente avant l'explosion des arbres, en fait, qui ne sera encore que plus impressionnante puisqu'on a eu ce moment de calme avant. La séquence commence avec le son de l'eau qui s'en va. Il y a du vent en ce moment-là, il y a d'autres éléments qui pourraient intervenir au son. On voit bien qu'il y a les arbres qui bougent autour, donc on pourra mettre du son de vent, surtout qu'il y en avait avant. Mais on décide de ne mettre que le son de l'eau. De la même façon, par la suite, les pierres commencent à tomber. Là, on décide d'oublier l'eau et de mettre que le son des pierres. Et surtout, par la suite, le son qui nous paraissait le plus impressionnant, qui pouvait correspondre à ce que ressentait le chat à ce moment-là, où il est complètement perdu, il voit tous ces trucs qui s'effondrent autour de lui, c'est le son des arbres qui craquent. Ce son très précis de craquement d'arbres, en fait, on trouvait qu'il était très fort émotionnellement, plus fort que l'eau à ce moment-là. Donc, alors qu'à l'image, on voit qu'il y a beaucoup d'eau qui part, beaucoup de pierres, on ne joue que le son de l'arbre. Ce ne sont pas les arbres qui sortent de l'eau, c'est l'eau qui s'en va. Mais le chat, il ne le comprend pas, ça, lui. Donc c'est ça qu'on va jouer au son, en fait. On ne va pas jouer le son de l'eau qui s'en va, on va jouer le son des arbres qui sortent. Comme on est en animation, on a cette liberté-là, qui fait qu'on n'est pas obligé de sonoriser tout ce qu'on voit à l'image, en fait. On peut faire des partis pris très forts, parce que, basiquement, finalement, l'image d'animation n'est pas une image réaliste, donc on a une certaine marge. Alors comment est-ce que je fabrique un son pareil? En fait, on se pose des questions toutes simples, on regarde l'image, donc c'est un arbre avec des feuilles. On imagine que l'arbre craque avant de sortir de l'eau. Et puis on va voir les feuilles. L'animation est assez impressionnante, c'est-à-dire que les arbres sont vivants, ils bougent complètement. On a l'impression que presque c'est des personnages qui s'éveillent et qui sortent de l'eau. Donc il faut retrouver ce mouvement. Je vais chercher des matières de craquement, des matières de branches, des matières de feuilles pour faire le son.
On a une première série de sons qui sont vraiment des craquements sourds au moment où le chat commence à percevoir quelque chose sous l'eau. La base de départ, c'est de l'eau en fait. Ce sont des gouttes d'eau en fait, qui sont ralenties, qui sont mises à l'envers. Et le fait d'en mélanger plein, ça donne ce sentiment-là. Et il y a un peu de son de craquement de bois qui est extrêmement ralenti aussi. Ce son de bois de cagette là, qu'on casse tout doucement et qu'on ralentit énormément. Il y a aussi un peu de son de caoutchouc aussi. Il y a plusieurs matières en fait. On triche un peu comme les bruiteurs en fait. On triche en utilisant d'autres matières que du bois pour créer ce sentiment de craquement. Alors ça, ce sont des sons de feuilles, mais des vrais sons de feuilles, c'est-à-dire des branches avec des feuilles que j'ai secouées devant un micro. Il fallait que je leur donne un mouvement, qu'on ait ce sentiment qu'elles bougent comme ça. Donc j'ai pris un son de vent. J'ai fait une sorte de croisement entre les sons de branches de feuilles et les sons de vent. Et ça m'a donné ce mouvement sur les sons de feuilles. Avec j'ai rajouté d'autres sons de feuilles aussi. C'est construit exactement de la même façon. Ça, ce sont des branches que j'ai secouées, modifiées. Donc là, on est sur une autre matière. On est vraiment sur une matière de bois et de branches. Pareil, qui est retravaillée, qui est ralentie. Là, on reconnaît bien le caoutchouc. Là, c'est vraiment du caoutchouc qu'on met dans les mains comme ça et qu'on bouge en fait. C'est vraiment un bon exemple de toute l'approche qu'on a eue avec Gins sur le film, qui est de créer une réalité différente de la réalité sonore humaine, de ce qu'on a l'habitude d'entendre, pour toujours la même idée, hein, de que le spectateur soit connecté avec les personnages du film.